Rebonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de continuer d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre pour ce gros webinaire, ce grand colloque en ligne sur la santé mentale au travail des agents territoriaux. Les collectivités, les acteurs publics se mobilisent parce qu'il y a urgence à agir. Comment justement agir, comment guérir, comment prévenir? C'est le titre de cette séquence avec mes trois intervenants que je présente de nouveau. William Josse, bonjour, porteur de la chaire santé au travail dans la fonction publique et sa prévention, médecin coordonnateur national, conseiller de la DRH et du USG, secrétaire général des ministères sociaux. Avec moi également au plateau, Sylvie Dallet. Bonjour, bonjour, professeur des universités, conseillère scientifique de Territoria. Et Guillaume Gonon, vous êtes directeur du pôle santé du Centre de gestion du Rhône, membre de l'Association nationale des directeurs adjoints des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Peut-être démarrons avec vous, Madame Dallet, si vous voulez bien. Vous avez le micro. Comment agir, comment guérir, comment prévenir? Dans la première table ronde, on a vu qu'il y avait beaucoup de constats à dépasser, des a priori, quelques stéréotypes, la place du management, la place de cette problématique de santé mentale au travail dans une vraie culture, une vraie stratégie RH. Beaucoup de problématiques sur lesquelles il faut certainement accélérer. Oui. Et puis répondre sur ces trois questions, c'est totalement impossible. Mais voilà. C'est pour ça qu'on fera d'autres événements. Moi, je voulais un peu revenir sur ce que j'ai entendu. La question que je me posais, c'est est-ce que la santé mentale est différente selon s'il s'agit d'une femme, d'un homme, à des âges différents. Ça, je pense que c'est important. Ce qu'on a entendu également, c'est que la santé mentale il y avait un gap entre la reconnaissance d'une utilité du travail de l'agent et le fait que c'était peut-être pas assez valorisé. Donc là, je pense que c'est là-dessus qu'il est important de jouer, c'est-à-dire de travailler avec bienveillance et écoute. L'écoute, c'est pas facile, parce que de toute façon, par définition, l'autre est différent, et donc l'écoute est toujours parfois un petit peu biaisée par le poste qu'on occupe. Mais j'ai retenu aussi que... Alors, il y a un mot que je n'ai pas entendu, mais en réalité, tout le monde en parle, c'est l'éthique. En fait, c'est cette responsabilité éthique d'une équipe. C'est l'éthique d'une équipe, quelque part. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Et j'ai entendu aussi que, et ça je l'avais entendu il y a très longtemps par rapport à Pierre Schaeffer qui était à l'ORTF et qui était responsable d'équipe audiovisuelle et qui disait on parle toujours des exercices physiques ou sportifs, mais on ne parle jamais des exercices mentaux et spirituels. Et là, il y a un équilibre à trouver là-dessus. C'est-à-dire que même si on n'a pas des solutions pratiques immédiates tout de suite, il y a un questionnement à avoir. Je pense que c'est ça. Si on commence à avoir un questionnement et si on commence à se poser des bonnes questions, enfin, les bonnes questions, on ne sait jamais si elles sont bonnes, mais enfin, des questions qui ne soient pas uniquement de l'ordre du physique, de la fatigue et des choses qu'on peut voir. Et par ailleurs, on en avait parlé quand on avait commencé la discussion. Ce que j'ai entendu aussi, et donc qui était évidemment très partagé, c'est qu'il y a un problème de l'intimité de l'agent. Oui. Il est absolument inadmissible de rentrer dans une vie privée. Or, par définition, comme ce qui a été dit, le Covid a bouleversé les repères. Donc, le vécu des situations de travail, je voudrais aussi dire qu'une collectivité territoriale, ça ne commence pas à 9h le matin, ça peut commencer à 6h le matin. Donc, j'ai vu dans les municipalités qui fonctionnent bien par rapport à leurs agents, c'est qu'il y a toujours des formations pour expliquer ce qui se passe dans la journée, dans le même endroit. En fait, l'endroit est partagé et il ne faut absolument pas séquencer ce qui est fait. Au contraire, il faut peut-être faire une progression dans le temps et dans l'espace, quelque part, du travail collectif. D'accord. On a parlé aussi, si j'ai bien entendu, des talents et de la mobilité. Oui. Alors, bien sûr, il y a des petites communes où la mobilité n'est pas possible, mais cette mobilité qui n'est pas possible, elle est équilibrée aussi parce que le travail est très, très diversifié. Donc, regarder la mobilité, et c'est le talent qui fait aussi la mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais travaillé avec une réflexion sur le handicap mental et psychique il y a un certain nombre d'années en responsabilité européenne, et on parlait beaucoup, non pas d'innovation, mais de créativité.
Or, il me semble que dans les collectivités territoriales, on a beaucoup trop insisté sur l'aspect innovation, qui est souvent un peu trop dirigé. Hein. Il faut un résultat, on pense que l'innovation va là-dedans, etc. Et que cette innovation, elle est de l'ordre de la technique ou de l'adéquation à la technique. Or là, maintenant, toutes les créativités et les talents qui peuvent s'épanouir, c'est aussi des choses dont on n'a pas idée, quoi. C'est s'accomplir dans l'incertain, comme on en parlait tout à l'heure. Merci d'avoir posé les enjeux qui sont résolument multiples. On essaiera d'aborder des solutions dans un deuxième temps. Guillaume Gonon, vous êtes directeur du pôle santé du centre de gestion du Rhône. On parlait sur la table ronde juste avant de l'importance des centres de gestion pour avancer sur ces problématiques pour les collectivités de taille plus modeste. Vous êtes en première ligne. Est-ce que vous voyez les choses évoluer en matière de santé mentale au travail? Est-ce que vous observez une vraie prise en compte de cette problématique, notamment par les décideurs territoriaux? Effectivement, les centres de gestion sont en première ligne dans la mesure où ils assument, pour les petites et les grandes collectivités d'ailleurs aussi, des missions de médecine du travail, des missions d'inspection également à travers leurs missions, leurs inspecteurs du travail, enfin l'équivalent des inspecteurs du travail, la gestion des instances médicales. On assume aussi la gestion des contrats d'assurance risque statutaire, donc liés à l'absentéisme, mais aussi la prévoyance et la mutuelle santé. On porte des conventions de participation dans ces champs-là. Du coup, effectivement, nos médecins et tous nos professionnels sont en première ligne et constatent une dégradation de la santé mentale des agents. Donc après, la question, c'est effectivement comment on va développer l'augmentation, on va dire, des ressources psychiques des agents et puis diminuer les facteurs de risque. Donc, il y a ce travail de détection, d'identification pour être vraiment dans une logique de prévention primaire, parce que trop souvent, les collectivités ont tendance à être dans le curatif. Ouais. Nos médecins constatent également que la santé mentale est à l'origine de nombreux arrêts très longs, donc de ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on fait face aussi à ce phénomène de tunnel d'absence? Enfin, voilà, on est dans cette logique-là. Effectivement, il y a beaucoup de travail sur ce champ-là. On pourra aborder les solutions dans un deuxième temps, mais le constat est là. Hein, c'est lié. Il y a une conduite du changement permanente aussi. Ça, c'est très déstabilisant pour les agents. On a des usagers qui sont de plus en plus, eux aussi, en précarisation, donc parfois agressifs, parfois des incivilités. Donc, les agents des services publics sont très exposés à cette agressivité. Et puis des moyens qui sont toujours moins importants. Donc forcément, tout ça fait un cocktail qui est dramatique sur le plan de la santé mentale. Bon, on va essayer de positiver, de montrer qu'il y a de l'engagement et des solutions pour avancer, bien sûr. William Joss, je vous présentais comme porteur de la chaire santé au travail dans la fonction publique et sa prévention. On a l'impression, à écouter tous les témoignages depuis tout à l'heure, que le lancement de cette chaire, c'était au mois de mai, arrive vraiment au bon moment. Il y a un besoin, il y a une attente. Oui, donc je ne peux pas dire s'il arrive au bon moment. En tout cas, c'est 2 ans de travail pour y arriver. C'est un soutien politique, puisque ce sont les ministres de la Santé et du Travail qui ont soutenu cela, avec aussi le secrétaire général. Et elle est unique parce qu'elle est au sein des ministères sociaux et dédiée à la santé, la prévention, le bien vieillir et la qualité du mieux-être pour les 3 versants de la fonction publique pour nos 6 millions d'agents. Donc ça, c'était déjà un premier enjeu. Donc tout le monde a évoqué un peu ce que l'on a vécu et ce qu'il en est aujourd'hui. Donc je ne vais pas rentrer sur les rapports de Madame Lecoq, sur l'évolution de la fonction publique, le vieillissement de la population générale, de nos agents, etc., etc., et en particulier la santé mentale. Mais l'idée de cette chaire, justement, est d'apporter des outils pratiques et de quitter, on va dire, le monde du diagnostic, de l'analyse, des résultats et de partager tous les outils qu'on peut avoir à disposition entre nous. Et justement, cette chaire a pour 2 fonctions, l'enseignement et la recherche. Donc l'enseignement, c'est partager justement tout ce savoir-faire et ce savoir-être. Donc il y a un diplôme universitaire qui est en cours d'écriture et qui va se mettre en place, mais aussi des formations courtes sur le terrain, rencontrer le terrain et bien sûr faire de la recherche pour faire de la recherche pratique dans le monde administratif, non pas qu'à l'hôpital, on va dire
les services de recherche, les laboratoires de recherche médicaux, mais justement de la recherche dans la fonction publique État territoriale et dans les établissements hospitaliers autres que les hôpitaux. Merci William Joss. On renvoie vers les travaux à venir et probablement aussi les événements à venir sur lesquels on reviendra, on communiquera. Pour avancer plus avant, Sylvie Dallet, alors vous avez posé un certain nombre de constats, de diagnostics. Sur la première table ronde, on a évoqué la place du management, la place de la formation. Pour avancer concrètement, Sylvie Dallet, si on organise de nouveau ce colloque en ligne dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qui doit avancer en priorité? Comment faire concrètement pour apporter des solutions opérationnelles à nos acteurs de terrain, nos acteurs territoriaux? Avec le micro, c'est pas mal, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, il me semble que ce dont nous parlons, ce sont des ressources, c'est-à-dire les personnes sont des ressources. Peut-être encore plus insister sur cette qualité de la personne humaine comme ressource, alors qu'on a beaucoup insisté sur les avancées technologiques quelque part, hein. Et donc, nous ne sommes pas toujours d'humeur égale, et quelque part, c'est une ressource, c'est-à-dire parce que nous sommes vivants. Voilà. Donc, cette qualité des variations qu'il y a dans des équipes, eh bien, on ne pourra jamais la gommer, et ce n'est pas d'ailleurs une bonne idée, hein. C'est toujours cette idée que le collectif doit être toujours en train de s'adapter à une situation nouvelle et s'adapter. Il est fait d'individus qui ont leur personnalité, et cette personnalité est évolutive. Donc ça, il me semble que c'est important. Aussi important de travailler sur la reconnaissance, c'est-à-dire que un petit geste, un sourire, ce sont des micros, des attitudes toutes petites, mais qui font qu'il y a une équipe qui tisse des liens. En réalité. Slide 4, la régie en même temps, si vous voulez. On vous écoute, Madame Dallet, mais c'est slide qui parle de la reconnaissance de la part de leurs supérieurs qui est très attendue par les agents territoriaux. Voilà, et qu'on puisse parler à égalité de toutes les difficultés qui peuvent surgir et qui sont tout à fait normales. De toute façon, le principe du travail, c'est qu'il y a des difficultés. Sinon, ce ne serait pas du travail, quelque part. Et autre chose, ce que je voulais dire aussi, mais vous l'avez tous dit, c'est qu'il est important de réintroduire de la connaissance dans l'évolution des carrières et pas obligatoirement une connaissance directe liée au travail qu'on est en train d'accomplir, mais qu'on puisse apprendre et comprendre à la fois, quand on apprend, on comprend sa place et on peut aussi la faire évoluer. Mais pas obligatoirement des formations qui soient directement liées à la responsabilité de l'agent, qu'on lui laisse ouvrir une sorte de créativité, soit par l'écriture, soit par le dessin, soit par la musique, et ça faire advenir de l'imaginaire. Créativité, imaginaire, on ne l'avait pas encore évoqué. On a vu apparaître la slide numéro 4, la régie, 41%, voilà, on peut la mettre dans le grand écran, 41% des répondants estiment recevoir rarement de la reconnaissance de la part de leurs supérieurs. Cette étude très impactante de Moodwork. Guillaume Gonon, question similaire pour avancer concrètement. Alors, davantage de créativité, donner la possibilité aux agents de trouver des espaces de dialogue, d'échange. La question aussi, l'approche managériale, l'approche humaine, hein, simplement dire bonjour, dire merci, ça peut relever de l'évidence. Parfois, c'est plus compliqué aussi quand on est débordé, parce qu'on est chacune et chacun des personnalités. Mais n'empêche, le savoir-être est essentiel. En tant que directeur du pôle santé du centre de gestion du Rhône, quelles sont les solutions que vous pourriez mettre en avant ? Oui, les solutions à mettre en avant, je dirais qu'il y a effectivement les fondamentaux, en fait, puisque la santé mentale et les risques psychosociaux, il y a différents critères de mal-être au travail qui ont été identifiés, que ce soit lié à l'intensité du travail, aux horaires, aux exigences émotionnelles, aux conflits de valeurs, etc. Donc, il y a peut-être des outils de prévention primaire à mettre en place, et c'est ce que, nous, on essaie de faire, notamment avec nos partenaires dans le cadre des contrats d'assurance. C'est des baromètres sociaux réguliers, des enquêtes QVT, des diagnostics RPS qui peuvent vraiment cibler du coup les problématiques qui sont à l'origine, on va dire, des problèmes de santé mentale. Et après, mettre en place les fondamentaux, hein, je dirais, à la fois sur le travail, la clarté dans la définition des tâches, l'adéquation entre les moyens et les objectifs, voilà, se fonder sur le travail réel.
Et puis après, avoir une politique managériale, là je rejoins tout le monde, hein, qui va être basée sur la cohérence, sur la valorisation, sur le soutien, sur l'écoute bienveillante. Voilà, on est sur du bon sens, mais effectivement des choses qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre avec le changement permanent et les objectifs de performance qui peuvent être fixés par la collectivité. C'est parfois complexe. Mais en tout cas, c'est une situation complexe, donc il n'y a pas de solution simple. Mais en tout cas, s'engager dans une logique de prévention primaire, ça c'est très important, avec ces outils de détection, d'identification des causes profondes éventuellement des RPS, des risques psychosociaux, du mal-être, et puis essayer de mettre en place un écosystème à travers les fondamentaux liés au travail, et puis après toutes les actions de qualité de vie, au travail, que ce soit la pratique sportive, comme ça a été dit, que ce soit la cohésion à travers les comités d'œuvre sociale, l'action sociale aussi qui peut favoriser la cohésion des équipes. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives, et là ça peut être intéressant, par exemple dans le cadre d'une chaire effectivement consacrée à ce sujet, de les recenser. Il y avait une étude récente faite par la Fabrique Spinoza qui s'appelait « Pour une fonction publique heureuse », et qui justement recensait toute une série d'initiatives locales qui vont dans ce sens-là, en fait, qui passent par la pratique managériale, qui passent par l'aménagement des espaces aussi. Enfin, là, on rejoint la créativité sur, ça peut être très large, en fait, ce qui va pouvoir favoriser le bien-être au travail. Donc, c'est à chacun, enfin à chaque collectivité de s'en emparer, et puis après de s'appuyer sur des experts qui peuvent être les centres de gestion, qui peuvent être des cabinets extérieurs, et puis après aussi avoir dans les services ressources humaines, du travail de fond sur ces sujets-là. Merci beaucoup Guillaume Gonon. Vous restez évidemment avec nous. On poursuit une petite dizaine de minutes encore cet échange. Williams-Josse, Guillaume Gonon évoquait cette étude pour une fonction publique heureuse, c'était la Fabrique Spinoza, qui s'attachait à les regarder, des initiatives très éclairantes, très inspirantes dans des collectivités, dans des organisations publiques. À partir de là, on voyait étudier leur caractère inspirant, déclinable. Ça fait partie de vos travaux que d'aller regarder un peu des initiatives qui parfois sont méconnues, mais qui peuvent inspirer une gestion RH plus large ? Oui, exactement. C'est-à-dire, on sait que dans la fonction publique, dans ces trois versants, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau régional ou départemental, et je vais aller un peu plus loin aussi, c'est-à-dire hors métropole, penser aussi ce qui se passe, parce qu'on a une vision qui est complètement différente aussi, et une approche différente, c'est justement que les acteurs, alors pour moi, dans cette chaire, c'est pas seulement les professionnels de santé, les acteurs de la prévention, ou le chef de service, ou les managers, on l'a dit, intermédiaires, ou les élus, ou les représentants du personnel qui ont un rôle à jouer, mais aussi l'agent lui-même, c'est-à-dire l'agent devient lui-même un propre acteur d'évolution, d'amélioration. Alors j'ai eu la chance aussi de faire une petite parenthèse, mais un parcours dans le privé. Donc il y a eu le système du lean management où lorsqu'on était en activité professionnelle, on pouvait arrêter le système de production pour dire on va simplifier les choses, on va améliorer les choses et remettre complètement en place une nouvelle organisation. Donc l'idée aussi, c'est que chacun puisse s'approprier éventuellement l'envie de faire bouger les choses. Et c'est pour ça qu'on va aussi dans la recherche, c'est-à-dire lorsqu'on aura des personnes qui veulent s'engager dans cela. Alors, souvent, c'est des doctorants, des post-doctorants ou des étudiants qui vont faire des mémoires. Mais même un agent qui a décidé de partir dans un autre parcours, il pourrait être un acteur propre de faire évoluer les choses. Et je rajouterai aussi dedans, et m'en voulez pas, 2027, c'est vraiment tout le système de santé connecté, e-santé, nouvelle santé, évolution des normes. Hein. Je travaille beaucoup avec un avocat qui est spécialisé sur ce sujet-là et on bénéficie de l'évolution des normes avec Normit. C'est-à-dire que demain, qu'on le veuille ou non, il va falloir quand même rentrer dans ces outils pour pouvoir avoir, par exemple, nous on l'a déjà fait, des tableaux d'indicateurs sur le bien-être au travail adaptés à chaque agent, comme ça il a la capacité de voir où il en est par rapport à ses propres expositions aux facteurs de risque au travail. On a développé des systèmes de management d'excellence aussi dédiés à la santé et sécurité au travail, mais aussi spécifiquement à la gestion de ma santé mentale, ma santé psychique et du bien-être, qui permet d'avoir des parcours de progression, d'amélioration continue sur 3 ans grâce à des actions de prévention menées par l'agent ou par n'importe qui. Donc c'est un vrai investissement de chacun dans son futur.
Merci beaucoup. C'est extrêmement frustrant. Je vois qu'il est 17h17 et il nous reste 2-3 minutes d'échange avant la conclusion. Les messages sont très riches. Peut-être en conclusion, Sylvie Dallet, quels sont les messages que vous souhaitez adresser à celles et ceux qui nous regardent? Sachant qu'on l'entend beaucoup depuis qu'on a lancé ce webinaire, il y a du collectif et de l'individuel. Vous le dites, William Joss, donner à chacune et chacun les clés de sa compréhension des enjeux et d'actions. Vous parliez de créativité. En même temps, le collectif, le management est essentiel. Quels sont les messages sur lesquels vous voulez insister en conclusion? Quand on est en recherche, hein, vous le savez bien, c'est en fait un exercice de liberté. Et c'est lié. Liberté et vérité sont liés. Et peut-être que si on laisse un petit peu de liberté, c'est dans la proposition des agents, même si ça n'aboutit pas, à une innovation majeure ou mineure, ben c'est toujours bien. C'est-à-dire que, d'une part, il y aura une prise de parole, il y aura une réflexion collective et il y aura une responsabilité qui se sera exprimée. Voilà. Donc, on n'a pas obligation de résultats immédiats dans la santé mentale. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce sont toujours des choses qui peuvent se cumuler ou bien se déclencher à des moments complètement différents. Donc, le problème de la norme, il est toujours là. Est-ce que c'est une norme qu'on va appliquer à tous dans une situation qui pourra aussi être mal perçue, ou bien ça va être une norme de libération, en quelque sorte? Un message important, donner le temps aussi, pas d'obligation de résultat, à un moment où souvent dans la sphère publique, il y a une obligation forte de résultat qui s'impose. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, Guillaume Gonon, sur quel message vous souhaitez insister en conclusion? Que dites-vous aux décideurs publics qui sont extrêmement nombreux à nous suivre actuellement? Moi, je dirais agir à tous les niveaux de la prévention, c'est-à-dire effectivement en curatif quand on est face à des situations de crise, de tension dans les équipes. Ça peut être par le biais de la médiation, ça peut être aussi des situations de crise comme on l'évoquait, la désinsertion professionnelle, les arrêts longs, mettre en place des comités arrêts longs, des coordonnateurs du retour à l'emploi. Il y a plein d'initiatives de ce type-là qui peuvent être engagées. Et puis après, agir en prévention secondaire et primaire avec des outils de détection. Donc, c'était très intéressant ce que disait la personne avant moi sur des autotests, par exemple. Nous, on a une solution qui va être développée avec notre partenaire Reliance CNP dans le nouveau contrat et la société qui s'appelle Holicare, qui justement propose aux collectivités de mettre à disposition de leurs agents des autotests diagnostiques qui vont déboucher sur des parcours de prévention ou sur des parcours de prise en charge par une équipe pluridisciplinaire pour éviter la bascule vers le burn-out, par exemple. Et puis après, c'est toutes les actions, je dirais, de fond, c'est-à-dire sur le travail. Donc là, les aspects que les agents puissent assumer leurs tâches, en fait, l'adéquation entre les moyens et les objectifs, comme on l'a dit, le discours, enfin les espaces d'échange sur le travail réel. Ça, c'est très important aussi parce qu'au-delà de mettre en place du yoga, du sport, etc., je pense que ce qui pénalise le plus les agents et ce qu'on voit, nous, c'est vraiment l'intensité du travail qui s'est développée. C'est ça qui est important. Donc, il faut aller sur les fondamentaux et puis après, mettre en place des actions connexes qui vont être des actions de QVT, des choses de cohésion, on va dire des facteurs protecteurs favorisants, mais travailler sur le fond d'abord. Cartographier et puis agir. Merci beaucoup Guillaume Gonon. À vous le mot de la fin, cher William Joss. Votre chaire a un vaste champ de recherche visiblement. Oui, alors j'aimerais d'abord, moi je me suis spécialisé sur la psychodynamique du travail, donc ça me parle beaucoup, le bien-être ou inversement le mal-être au travail. Je rappellerai juste que quelqu'un qui se sent bien au travail, j'ai des missions stimulantes, j'ai une organisation qui me soutient et bienveillante lorsque je suis en difficulté, ce qui est souvent le cas lorsqu'on avance dans des projets. Tout n'est pas inné, il faut avoir les compétences. Donc, on va chercher vers son manager les compétences nécessaires. Et puis, ça peut être le soutien aussi de mon bien-être mental ou psychique. Et puis, la dernière chose, on l'a toujours dit, c'est la valorisation, la reconnaissance de l'individu. Ça, c'est les 3 fondamentaux. Pour moi, en fait, c'est assez simple. C'est un équilibre. Ça va très vite avec moi dans ma tête. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre de cette balance, c'est qu'il y a un problème. Et là, j'avancerai plus en disant
Si je me sens pas bien quelque part, ça va peut-être être un peu dur ce que je vais dire, mais il ne faut pas hésiter à bouger, rechercher une mobilité, à aller parler un peu de ces difficultés, de voir, on est justement, c'est le troisième axe aujourd'hui de la loi santé-travail, c'est aussi la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est je construis ma carrière, je construis ma cross-map, je vais rencontrer des personnes pour évoluer et ne pas laisser sa santé se dégrader au fur et à mesure et rencontrer tous les acteurs qu'on a pu éventuellement signaler ici. Et puis la dernière chose aussi, je travaille sur une santé prédictive et préventive aujourd'hui aussi, hein, qui existe depuis 20 ans. Donc c'est une médecine anti-âge et une médecine morphologique dont les cours sont délivrés à la faculté de Paris-Cité. Et bien en fait, on a aujourd'hui des marqueurs qui permettent aussi très très vite de voir ce qui se passe au niveau de notre santé mentale et d'aller plus vite en prise en charge, en action tertiaire. Donc je pense qu'on a beaucoup de moyens à utiliser et la chaire veut justement offrir et partager tout cela pour justement le bien-être de l'ensemble de nos agents. Et on le disait, c'était le titre, il y a une urgence. Oui, il y a une vraie urgence dans les 3 versants de la fonction publique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de nos agents au service des citoyens. Donc je pense qu'il est très important d'agir tous ensemble sur le bien-être de nos agents. Voilà. Merci pour la clarté de vos messages à tous les trois sur ces enjeux, l'organisation, et ça s'applique au-delà du secteur public, hein, à toutes les organisations, quelle que soit leur taille. L'organisation nous soutient en cas de difficulté, les missions doivent être stimulantes, il faut une reconnaissance, une valorisation, et si ces 3 ingrédients ne sont pas là, il faut parler, il faut bouger, il faut évoluer. Merci beaucoup, c'était vraiment très riche. William Josse, vous êtes porteur de la chaire Santé au travail dans la fonction publique, sa prévention, médecin coordonnateur national, vous conseillez la DRH et l'ESG des ministères sociaux. Sylvie Dallet, professeure des universités, conseillère scientifique de Territoria, notamment. Votre CV est vous aussi extrêmement important. Guillaume Gonon, directeur du pôle santé du Centre de gestion du Rhône, membre de l'Association nationale des directeurs adjoints des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Merci beaucoup à tous les 3.